Liberté de ton, l'émission politique de Radio CFOD, tous les dimanches à 20h. Liberté de ton, c'est de l'analyse, du décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Radio CFOD. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Vous écoutez Radio CFOD 100.7 FM et vous suivez l'émission Liberté de ton. 1er décembre 1990, 1er décembre 2025, la liberté et la démocratie promises aux Tchadiens par le mouvement patriotique du salut MPS, 35 ans après, sont-elles une réalité vécue ou encore un vaste chantier? Nous donnons la parole à un fin connaisseur, un fin observateur de l'histoire de notre pays, le Tchad, toujours debout malgré les épreuves traversées au fil des années. Nous accueillons dans ce studio pour ce numéro M. Bedaou Oumar Kaman, démographe, géographe, consultant indépendant. Bonjour M. Bedaou. Bonjour Boban. Merci pour votre présence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, donc c'est avec vous que nous allons un peu faire le passé recomposer l'histoire de notre pays. Alors je vous donne d'abord la parole, saluer les auditeurs avant de commencer. Merci, je m'appelle Bedaou Oumar Kaman. Je suis démographe, géographe, je suis consultant indépendant. Je fais partie d'une dizaine d'associations, un peu plus, surtout les associations de la société civile. Je suis dans l'ATEP, Association tchadienne pour les études de population. Je suis dans l'ATPDH, je suis dans Wakitama, je suis dans le Bloc fédéral, etc. etc. Donc, vous êtes dans plusieurs organisations, associations. Et je ne suis dans aucun parti politique. Oui. Très bien. Alors, tout de suite, on va attaquer, si vous le voulez bien, l'actualité, évidemment, ces derniers jours. C'est la mort, on va dire, de Soumaïne Adoum, qui était donc porte-parole, justement, de Wakitama, cette plateforme, la coordination citoyenne Wakitama. Alors, un petit mot sur lui, est-ce que vous l'avez côtoyé? Ah oui, Soumaïne, je l'ai côtoyé il y a plus de 20 ans, oui. Pratiquement une trentaine d'années. Quand bien même nos parents se connaissent depuis les années 50. Oui. Bien avant ma naissance, nos parents se connaissaient à Béché. Et Soumaïne est décédé le 27 novembre dernier. Moi, j'étais à Sarr parce que je suis allé à Sarr pour le forum des Tounia. Je suis arrivé hier. Je me suis immédiatement rendu auprès de sa famille pour rendre condoléances. Et vraiment, oui. C'est un gars extrêmement efficace. Soumaïne, d'abord, il est très, très poli. Oui. Il maîtrise les sujets. Oui. Et à chaque fois, nous l'envoyons comme porte-parole. On a fait plusieurs missions, même si ce n'est pas la même mission. Moi, j'ai fait avec 4 autres. On a fait Sant'Egidio en Italie. On est parti au Parlement européen à Bruxelles, on est parti, on nous a reçus au Quai d'Orsay, etc. Et la deuxième mission, c'est Soumaïne qui est parti. Moi, je n'étais pas parti, mais c'était une excellente tournée. Il a toujours tenu très haut le drapeau de Wakitama et de toutes les associations dans lesquelles il milite. Oui. Et vraiment, c'est une perte pour nous. Bien sûr, que son âme repose en paix, comme on dit. Alors, voilà. Alors, maintenant, nous allons, si vous le voulez bien, commencer cette émission. Le thème de cette émission, c'est les 35 ans. 35 ans de démocratie, de liberté. Comment vous évaluez toutes ces années, vous qui êtes, quand même, vous avez un certain âge, un âge respectable, on va dire. Vous avez, est-ce que vous vous rappelez l'entrée du MPS au Tchad en 90? Vous étiez où? Même la guerre, je me rappelle très bien parce que j'étais déjà à l'université quand la guerre a éclaté. Oui, donc vous connaissez très bien notre histoire. En 90, j'étais là, j'étais en Djamena. Alors, justement, donc, Feu Maréchal Déby avait promis liberté et démocratie. Nous allons revenir largement sur ces deux concepts. Comment vous évaluez aujourd'hui les libertés dans notre pays et la démocratie aussi? Bon, je pense que ceux qui prennent la démocratie savent ce que ça signifie. Ceux qui prennent les libertés d'expression également savent ce que ça signifie. La démocratie, on a toujours l'habitude de le dire, c'est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Concernant les libertés d'expression, la liberté d'expression, c'est un droit fondamental, essentiel même à la démocratie, et permettant à
chacun d'exprimer librement ses opinions, ses pensées, ses idées, par tous les moyens, que ce soit par la parole, par les écritures, par l'art, par les médias, etc. Mais la liberté d'opinion et d'expression même, c'est les premières libertés politiques. Et elle fait partie des libertés fondamentales de toute personne. Donc au niveau individuel, la liberté d'expression est vraiment indispensable. Et le développement, pour le développement et surtout pour l'épanouissement de chaque individu. Voilà, je vais remonter un peu avant 1990, quand Hissène Habré est arrivé à régner de 1982 à 1990, il n'y avait pas de liberté d'expression. On ne pouvait pas critiquer, on peut critiquer, mais pas négativement. Oui. Lorsque vous critiquez négativement, dans les heures qui suivent, vous êtes pris. Même, vous ne pouvez pas entreprendre une discussion avec vos amis, avec vos frères, avec vos parents. C'était la terreur, on va dire. C'était la terreur. Donc, le départ de Hissène Habré, c'était l'ouverture des bouches. Oui. Quand Hissène Habré est parti, tout le monde a dit ouf. Même ceux qui ne soutiennent pas Idriss Déby l'ont soutenu pour avoir fait fuir le faucon qui avait tout verrouillé et qui tenait le Tchad, qui régnait en maître dans le pays. Donc, après Hissène Habré, effectivement, Déby a dit je ne vous ai apporté ni or ni argent, mais la liberté. Mais la liberté. Très beau, hein? Oui, c'était très beau comme discours, mais hélas, après on verra que ça va se refermer. Et surtout, quand Idriss Déby est arrivé, les pays, il a été soutenu par les institutions internationales, régionales, sous-régionales, les pays. Même ceux qui ont supporté Hissène Habré jusqu'à la dernière minute, comme le Zaïre, ex-Zaïre, la RDC aujourd'hui, le Sénégal, les États-Unis d'Amérique ont retourné leur veste pour soutenir Idriss Déby. Et là, c'est un très grand point parce que quand on arrive par la force des armes, il y a un certain nombre de pays qui vous condamnent. Mais personne ne l'a condamné. Et c'est ce qui était... Ça, c'était un très grand... Un coup d'État salvateur, on va dire. Absolument. Oui. C'est un coup d'État salvateur. Et quelques mois ou quelques semaines plus tard, il a eu un prix. Alors qu'il venait d'arriver, le prix Biancamano qui a été donné par l'Italie. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu la conférence nationale souveraine de la CNS, qui s'est globalement, qui était globalement posée en 93. Oui. Ensuite, il a récupéré la bande d'Aouzou, cette portion de terre qui a fait tant couler des vies humaines, tant civiles que militaires. Oui. Il l'a récupéré sans coup férir, sans aucun coup de feu. Il l'a récupéré par la justice. Oui. Et après ça, Idriss Déby s'est lancé également dans le pétrole. Oui. Il a récupéré, en 93 on était, ou en 2003 on était à 34 ans. Depuis qu'on a commencé par chercher le pétrole, ce levier de croissance qui devrait propulser le Tchad vers la prospérité, le pétrole a coulé en 2003. Donc vous voyez, et ensuite il y avait l'or, il y avait le gaz, et il y avait peut-être l'uranium, puisque tout se fait dans une opacité merveilleuse au Tchad. Donc avec tout cela, je crois que Déby devrait planer comme un aigle royal à proximité de ces grands du monde. Mais hélas, pourquoi vous dites hélas, il a piqué du nez. Bon, d'abord, revenons d'abord quand même. Quand il arrive, il a promis la liberté. Vous l'avez dit par rapport à ce qu'on a vécu avant lui. Son arrivée a été quand même. C'est vrai. Et les premières années, quand même, ça a été très belles années. C'était effectivement la liberté. Oui. On la sentait parce que tout le monde pouvait critiquer positivement comme négativement. On pouvait parler. Il y a une éclosion des journaux. Donc c'était effectivement... Donc en ce sens on peut dire que quand même la liberté promise, la démocratie, ça quand même ça a été une réalité que nous avons vécue ces années-là. C'est-à-dire que le multipartisme s'est développé, il y a eu des journaux, vous l'avez dit, donc... Tout à fait, des partis politiques. Il y a des partis politiques, il y avait des journaux, il y avait des radios également qui ne sont pas des radios nationales mais qui des radios privées indépendantes comme nous autres, voilà, comme vous, comme FM Liberté, comme JFM, etc. Donc c'était une avancée très positive pendant ce temps-là. Oui.
Donc ça, c'est 90 jusqu'à au moins, on va dire... Après la conférence nationale, 93, 15, etc. Il y a eu des élections, régulièrement des élections présidentielles aussi. Il a organisé des élections présidentielles. Non, en 80... D'abord, il y avait une révision de la Constitution. La révision de la Constitution a été rebâtie après la conférence nationale souveraine. Je crois que c'est peut-être même la meilleure constitution jusque-là, parce que ça regroupait les gens de gauche et de droite, bon, gauche entre guillemets, c'est-à-dire les gens du parti, du non-parti, les centristes, etc. Ça regroupait tout le monde. Et ils ont pondu une constitution. C'était une très bonne constitution. Oui. Mais après, on a commencé par des modifications. En 96, il y avait des élections. Oui. Mais ces élections-là, vraiment, ça ne pouvait pas passer parce que les choses commençaient par se refermer 2 ans plus tôt. Déjà en 94, les choses ont commencé par se refermer juste après la conférence nationale souveraine. C'est dû à quoi justement toujours restons dans l'histoire. Donc on retient 90, il arrive, il promet. Ensuite il réalise 93 une grande conférence nationale. Absolument. Les Tchadiens se sont parlé, se sont pardonnés même. Et puis voilà. Mais après, voilà, on note aussi les partis politiques qui naissent, la presse qui naît. Donc ce sont là les éléments de la liberté, on va dire, dans un pays démocratique. Alors maintenant, les choses vont commencer à se corser en 1994, vous nous dites. Qu'est-ce qui s'est passé? Les jalons de la démocratie ont été plantés, mais très vite, les choses ont commencé par se corser, ont commencé par se refermer, parce que c'est le pouvoir. Idriss Déby voulait absolument garder le pouvoir. Et on sentait, puisque l'armée commençait par être de plus en plus une armée clanique. Là encore, il y avait quelques éléments, et on a commencé par mettre à la touche beaucoup de hauts cadres qui ne sont pas de la région du BET. Donc, c'est un filtre en quelque sorte. Et on voyait de plus en plus des militaires qui étaient de la région du BET, qui étaient partout. Les généraux, les généraux n'étaient pas encore nombreux, parce qu'au temps de Hissène Habré, on les appelait des soldats assimilés. Ceux qui n'avaient pas fait l'armée et qui étaient militaires parce qu'ils sont devenus combattants, on les appelle des soldats assimilés, ou bien des officiers assimilés également, qui ont eu des grades alors qu'ils n'ont pas fait l'armée. Mais après lui, ce nom d'officier assimilé a été balayé, et les gens entraient du jour au lendemain, les gens portaient des grades. Et surtout que les gens ne commençaient pas par la 4e, 3e, 2e, première classe, non. Ils commencent directement par lieutenant. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, un civil devient général. Bon, on n'est pas arrivé aujourd'hui. Disons, voilà, vous écoutez Radio CFOD 100.7 FM, vous suivez l'émission Liberté de ton. Aujourd'hui, je reçois M. Bidaou Oumar Kamane, démographe, géographe, consultant indépendant. Alors, on a parlé de la politique rapidement. Donc, on retient qu'il y a eu la naissance des partis politiques. Parlons des libertés maintenant au niveau... Comme vous êtes économiste aussi, vous vous intéressez beaucoup aux questions économiques. Je m'intéresse beaucoup à l'économie, mais je suis démographe, géographe. Effectivement. Alors, cette arrivée du président Déby, ça a aussi été un moment aussi d'entreprendre, la liberté d'entreprendre au niveau... est-ce qu'il y a eu, quand même, vous avez parlé de le pétrole et tout le reste. Comment vivent les Tchadiens cet épisode? Est-ce que, voilà, on est bien? Si on compare par rapport à maintenant, on se plaît tout le temps. Non, d'abord, avant le pétrole, il y a l'électricité, le problème de l'électricité. Oui. Le problème de l'électricité s'est toujours posé. Et on ne peut pas parler de développement sans électricité. Oui. Je vais vous donner quelques parcours de l'électricité, puisqu'en 2000, j'ai écrit un article, Tchad, un état en voie de sous-développement, Tchad, l'enfer pour les Tchadiens, Tchad, 40 ans de délestage. Concernant l'électricité, on était tombé à 13 MW. Oui. La ville était quasiment avant l'an 2000. Et donc, les partenaires ont dit, il faut relever le Tchad de 13, il faut l'amener à 30 MW. La Banque mondiale a donné 55 millions de dollars. La Banque islamique a donné 30 millions de dollars. On n'a rien vu. On a dit non, c'est les groupes qui sont vétustes. Le Liban a donné des groupes électrogènes. La Libye a donné 2 géants groupes. Où on était même incapable de descendre des avions parce que la Libye était obligée d'envoyer un avion chercher les grues pour descendre. Et ça fait 2 ans. Un groupe a fait 2 ans à l'aéroport sans être poussé. Bon, et la France a donné. On n'a rien vu. On a dit non, il faut privatiser. Veolia, qui est une succursale de Vivendi, est venue prendre la STTC. Elle s'est brûlée les ailes 4 années plus tard. On a dit non, c'est le personnel. On a compressé le personnel. Rien.
On a dit non, si le carburant était national, on allait faire des avantages. Oui. Le pétrole a été exploité en 2003. La raffinerie a été mise. On n'a rien vu. On a dit non. C'est les câbles qui sont vieillissants. La Chine a donné des câbles. Rien. Et là, peut-être que je vais sauter sur 2024. Peut-être. Bien sûr, oui, allez-y. Pour la ST2E, on n'a rien vu. Et en 2023-2024, la Banque mondiale a donné 360 millions de dollars. Vous imaginez? Oui. Plus de 200 milliards pour la SNE actuellement. La SNE, oui. Rien. Parce que j'ai eu un débat avec on m'a mis à la MNR TV avec M. Ali qui est le DG. Oui. On m'a mis face, Juan Gomez m'a mis en 2024 face à Guilin également. Le ministre des Finances qui a relevé ça. Et le DG de la SNE a donné le chiffre exact. Il dit non, c'est pas 300, mais 360. Oui. Aujourd'hui, on voit quoi? Rien. Alors, imaginez-vous. Donc, les problèmes commencent par surgir. Et de plus en plus, on arrive à l'an 2000, le pétrole était exploité, c'était le boom. Et tout le monde pensait que le Tchad était déjà, le levier de croissance a été déjà appuyé. Et quand le Tchad avait exploité son pétrole, le baril, le Brent, était à $25. Oui. Et brutalement, le Brent a commencé par grimper pour atteindre $146 en 2008. En 2008. Et le Tchad avait son pétrole. Donc, le taux de croissance du Tchad était à 8%. Quand celui de la Chine était à 7%, celui du Japon était à 4%, celui de la France était à 0,4%. Rien. On a commencé par acheter des armes. En 2009, le Tchad était le premier client de la France. Le premier client de la France en achetant 400 chars. Un char à 4 milliards. Donc 1600 milliards, on a investi pour acheter des armes. Pour la sécurité du pays, parce que comme vous le savez, le pays a connu quand même quelques soucis sur le plan sécuritaire. Oui, le Tchad a connu des problèmes sur le plan sécuritaire, mais la manière d'investir ne correspondait pas. La manière d'investir... En 2011, on était le 7e pays à dépenser le plus de notre richesse dans l'armement. Et on dépense 6,2% de notre PIB pour les armes en 2011. Oui. Là, on était devant les États-Unis qui ne dépensaient pas ça, devant la Russie, devant la Chine, devant l'Union européenne. Mais oui, même si on disait qu'il y avait des problèmes sécuritaires, le Tchad est en guerre contre quel pays? Et toutes ces armes-là, on les a tournées contre qui? Boko Haram? Mais Boko Haram, c'est une infime partie. On a tourné contre qui? Si ce n'est pas contre les Tchadiens eux-mêmes. Oui. Alors justement, ça nous permet de parler un peu des libertés, les quelques mouvements de rebelles qu'on a connus. Quand les Tchadiens prennent les armes, est-ce qu'ils pensent parce qu'on ne dialogue pas assez, ou est-ce qu'ils ne sont pas suffisamment libres pour dire ce qu'ils pensent? À votre avis, comment peut-on expliquer la naissance de certaines rébellions que nous avons connues? Nous avons commencé par connaître les rébellions depuis 1963. Oui. D'abord, au Soudan. Ensuite, 64, une rébellion a été créée. Ensuite, 65, le Frolina a été créé. Et de plus en plus, on allait vers le désordre. À telle enseigne qu'en 1969, Tomalba a fait appel à la France pour venir le secourir afin de mater la rébellion. Au départ, ça a commencé d'abord au Soudan. Parce que celui de Mangalmé, plus précisément de Pichoti. Pichoti est un petit village où la révolte a eu lieu. Ce n'est pas contre le gouvernement. Oui. Le problème de Mangalmé a éclaté après l'emprunt national. En fait, il y avait les Moubi. Les Moubi avaient un problème, il y a un problème Moubi-Moubi, c'est-à-dire les Moubi du Nord ne voulaient pas du chef, enfin du chef de canton. Oui. Ils préféraient payer l'emprunt national au chef de PA. Alors ça a commencé petit à petit comme ça. Et c'est vrai que quand on paye l'emprunt national, il y a plus ou moins des dégâts. Et quand la chose a explosé, le Frolina a pris ça comme un drapeau et l'a brandi. Et de plus en plus, tout l'Est, d'abord le centre était désordonné, ensuite l'Est, ensuite petit à petit, ça a pris le Nord. Mais le Nord, c'était avec le problème de Mme Kloster qui a donné de l'explosion en 1973. Oui. Vous suivez Liberté de ton, l'émission politique de Radio CFOD.
Voilà, donc nous allons avancer. Alors, on va revenir un peu sur la liberté des associations qui existent dans notre pays. Alors, en préparant cette émission, j'ai parcouru quelques rapports, notamment des droits de l'homme. Voilà, ils disent que ces rapports disent qu'il y a eu des répressions de l'opposition dans notre pays et donc au niveau des libertés ne sont pas suffisamment garanties. Il y a des hommes politiques en prison. Voilà, entre autres, on cite le leader des transformateurs ou d'autres encore. Alors, selon vous, est-ce que la liberté d'association, selon ces rapports, est-ce que vous êtes d'accord avec ces rapports comme le rapport Amnesty International, par exemple? Est-ce que vous êtes d'accord avec leur avis que la liberté d'association pose problème dans notre pays aujourd'hui? Ça pose problème au pouvoir. Parce que les associations font quand même quelques enquêtes. On a commencé d'abord par abattre le vice-président de la LTDH, de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, Maître Beidi, qui a été abattu. On a également tué un certain nombre de personnes, même dans les rues. C'était avant l'an 2000. Ça a commencé par des assassinats. Et même les FM Liberté, on a envoyé des militaires battre les gens de FM Liberté, les journalistes du journal L'Observateur, etc. Il y a des gens qui ont... Il y a eu quelques dérives. Donc, il y a des gens qui ont été... Lorsque l'article ne plaît pas au pouvoir, le pouvoir s'en prend à celui qui le diffuse. Donc, ça a commencé comme ça, petit à petit. Et les associations, lorsque l'association est une association liée au pouvoir, au MPS, elle a tous ses droits de manifester, de parler. Mais lorsqu'elle dit la vérité ou bien qu'elle critique un certain nombre de choses, on la classe. Oui, mais la question, souvent, vous, les associations, enfin, vous êtes consultant, mais je comprends. Vous avez cité plusieurs associations auxquelles vous avez adhéré. On sent aussi que les associations, parfois, sont financées par des organismes internationaux et parfois, elles sont pas, elles sont fiables, mais parfois, c'est un doute quand même de la crédibilité des informations qu'elles publient. Et peut-être c'est ça aussi qui pose problème avec l'association. J'appartiens, je dis, à plus d'une dizaine d'associations. La plupart sont des associations communautaires. Et nationales aussi. Associations de telle communauté, association. Parce que moi, ma mère est du Nord, mon père est du Sud, donc je suis bien équilibré. Donc j'appartiens à ces deux associations. Les associations comme les études tchadiennes de population, ATPDH, c'est une association très connue à cause de Jacqueline Moudena qui était à la tête, etc. Mais par exemple, le Wakitama n'est pas financé par qui que ce soit. Ça, je peux vous le prouver. Mais vous avez été en Italie, vous avez été avec Sant'Egidio. Comment vous voyagez On a été à Sant'Egidio parce qu'on a été invité. Oui, par Sant'Egidio. Oui, on a été invité. Et puis, les membres qui sont à l'extérieur ont aussi un peu financé. Mais nous, on n'avait rien. Oui, mais les associations... Tout ce que la France nous a donné, c'est les visas. Il y a encore... Bien sûr. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on retient finalement? Les associations quand même naissent et grandissent et font des activités. On peut quand même reconnaître qu'en termes de liberté publique, les associations quand même ont la possibilité d'exister dans notre pays. La preuve, Wakitama, plateforme à laquelle vous-même vous étiez membre, quand même ça, on a vu Wakitama travailler, même si après vous avez connu quelques déboires. Donc on peut dire quand même, dans notre pays, il y a quand même la liberté d'expression. Oui, il y a des associations qui naissent, qui ne grandissent pas et qui meurent. Le président ATT, lorsqu'il est venu pendant la conférence nationale souveraine à la clôture, il a dit il y a des associations qui sont faites du chef de famille, de la femme et des enfants. Et c'est vrai, il y a des associations comme ça qui sont reconnues parce qu'ils font poids vers le pouvoir. Là, on ferme les yeux sur toutes les conditionnalités. Mais lorsque les associations ne sont pas du côté du pouvoir, on ouvre bien les yeux pour voir vraiment est-ce qu'elles remplissent toutes les conditions. Là également, il y a beaucoup d'associations au Tchad. Mais ce n'est pas dire qu'à cause de leur nombre, elles sont toutes fiables. Il y a une poignée d'associations fiables, mais le reste... C'est la question que je voulais poser. Est-ce que les associations aujourd'hui jouent fondamentalement le rôle de ne pas être clivant? Parce que cette association est critiquer tout le temps le pouvoir, ça pose problème, ou bien alors être du côté du pouvoir et critiquer tout le temps l'opposition, ce n'est pas, je veux dire, les associations de la société civile. Est-ce que vous pensez que la société civile aujourd'hui dans notre pays joue vraiment son rôle? Les associations de la société civile doivent faire l'équilibre.
Est-ce qu'elle fait aujourd'hui la société civile dans notre pays? Il y en a qui font, il y en a qui ne font pas du tout, il y en a qui ne parlent pas du tout. Il y en a qui ne sortent que lorsqu'il faut défiler pour le pouvoir, parce que nous autres, on nous interdit avec les 4 lois, les 4 ordonnances. Donc, il est extrêmement difficile de créer une association et de se mettre comme ça en équilibre. Oui. Voilà. Toujours vous êtes en déséquilibre. Et lorsque vous voyez au Tchad, chaque jour que Dieu fait, il y a des morts. Vous écoutez à la radio, il y a telle communauté qui a attaqué telle communauté, il y a un problème éleveur-agriculteur, alors que ça, c'est même des faux problèmes. Puisque moi, j'étais directeur de l'organisation pastorale, je m'occupais des éleveurs et des agro-éleveurs. Oui. Donc, j'ai fait 7 ans, de 1992 à 1999. Donc, je connais, j'ai circulé dans les 23 régions. Justement, alors, vous me permettez de vous poser cette question. Que pensez-vous de la révision du code pastoral qui a fait écouler beaucoup d'encre? Oui, la révision du code pastoral. Au départ, lorsque le code pastoral a été écrit, nous n'étions pas d'accord. Bon, nous nous sommes isolés 5 à 5. Le père Madjiro, que vous connaissez, Soumaïn, le défunt, moi-même, le directeur de FM Liberté, et on a un ami qui est à l'Institut, enfin, vous avez oublié son nom, oui. On s'est isolé à Silo, et c'est juste derrière Kondoul. Oui. Pendant 2 jours, on a écrit, on a critiqué, on a revu tous les points par point. On a fait un texte, on m'a donné, j'ai photocopié, et je suis allé mettre un jour avant, 24 heures avant, je crois, dans les boîtes des députés susceptibles de nous lire, parce qu'il y a des députés analphabètes. Donc on a mis ça dans les boîtes et on a donné un exemplaire au Conseil constitutionnel. C'est ça ce qui a bloqué. Ça a bloqué jusqu'à ce que Déby meure. Maintenant on reprend, mais cette fois-ci on ne s'est plus revenir, parce que ce code-là est un code suicidaire. Voilà. Maintenant beaucoup de choses ont changé. Oui. Pendant au temps de Habré, tous les couleurs de transhumance, vous trouvez des commandants de brigade. Les commandants de brigade sont originaires de la communauté régnante. Et quand les animaux passent, ils savent à qui appartiennent ces animaux. Le chien du roi est le roi des chiens. Donc, les animaux du chef, c'est le chef des animaux. Oui. Ils ont toujours raison, là où ils passent, ils bouffent, etc. Et les commandants de brigade interviennent. À l'arrivée de Déby, on a changé les commandants de brigade, tous appartiennent à la communauté régnante, etc. Et maintenant, vous savez que la plupart des ministres, la plupart des généraux sont des grands propriétaires de bétail. Ils confient leur bétail aux bergers et ils confient des armes à ces bergers-là. Mais il y a un autre problème qui a surgi, dont on n'a jamais parlé, c'est que lorsque vous affectez, la plupart sont des généraux, vous affectez un gouverneur dans une région, ces troupeaux aussi viennent dans la région-là. Oui. Actuellement, c'est ce qui se fait actuellement. Personne n'en a parlé. Ces troupeaux viennent, ils dévoient ce qu'ils veulent et personne n'intervient quand les troupeaux ont raison. Mais lorsque vous tuez un de leurs troupeaux, c'est les militaires qui débarquent. D'où la proposition de revoir un peu le code pastoral pour canaliser tout cela, pour mieux organiser les mouvements des uns et des autres. Ce code pastoral-là, vraiment, il faut très bien, pour le faire, il ne faut pas seulement mettre les gens de l'élevage. Moi, j'étais à l'élevage. Moi, j'étais, comme je vous ai dit, le directeur de l'organisation pastorale, une direction qui a disparu maintenant. Ce code-là, il n'est pas adapté. Et une note a été écrite par le ministre de l'élevage ? Non, pas de l'élevage. De l'administration du territoire, qui donne plein pouvoir aux éleveurs. Mais elle a été faite de telle manière que même quand on a lu, on n'a pas compris. Il y a un de nous qui a lu, il dit, bon, réunissons-nous à Bangor. On est parti à Bangor, il dit, relisez les textes, là, vous allez voir ce qui est à l'intérieur. Lorsqu'on a lu vraiment les yeux ouverts, c'est là où on a déniché des choses qui ne valent pas. C'est-à-dire que le code est déséquilibré. Beaucoup plus de pouvoir au bétail qu'à l'agriculture. Oui. Donc c'est un peu Alors qu'avant, la transhumance existait. Et les agriculteurs demandaient aux éleveurs de parquer leurs animaux dans leurs champs et leur donner des pains de sucre, du thé, etc. pour que le sol soit bonifié. Et les éleveurs le font. Donc, il y a une entente entre les éleveurs et les agriculteurs. Avec la sécheresse de 113 et de 84, les transhumains sont descendus plus au sud, c'est-à-dire là où ils n'ont pas des accords avec les éleveurs. Et il y a des gens qui voient venir pour la première fois un grand nombre de bétail chez eux. Donc, là également, il y a des... Oui. Alors, les solutions nous intéressent beaucoup. Et je finis peut-être. Et il y a un autre cas, quand la guerre a éclaté, les éleveurs ont changé
de couloirs de transhumance. Ils ont pris des zones sécurisées, enfin, qui sont plus sécurisées. Et ils ont également rencontré là également des barrières des éleveurs et des agriculteurs. Et les agriculteurs, certains voient pour la première fois arriver des éleveurs qui cherchent à sécuriser leurs animaux. Et là, c'est également un autre problème. Oui. Alors, quelle solution pour résoudre ce problème agriculteur-éleveur dont on parle depuis quelques années déjà? Est-ce que vous entrevoyez quand même des pistes de solutions? Il y a des zones pleines de pâturage, mais il n'y a pas d'eau. On est allé dans des zones où, là je le cite toujours en exemple, avec le ministre de l'élevage, entre le Bata et le BET, c'est-à-dire carrément dans une zone quasi désertique, mais cette zone-là pleine de pâturage. On a trouvé un troupeau de chameaux, une vieille femme, sa fille et son petit-fils. Le ministre a dit, mais où sont partis les hommes? La vieille femme a dit, mais ils sont allés chercher de l'eau. Ça fait combien de temps? Des jours. Ils ont dit, depuis 3 jours. Depuis 3 jours pour aller chercher de l'eau. La femme dit, mais ils reviennent après 11 jours. 4 jours pour aller au bord du puits, 4 jours pour revenir. Les 3 jours là, ils mettent les 3 jours au bord du puits pour attendre leur tour. Entre-temps, eux, la femme, la vieille femme, etc., eux, ils boivent seulement le lait de chamelle en attendant les hommes. Et on est parti au niveau de ce puits-là, ça s'appelle le puits de Derbé. On a une sonde électrique, on a mesuré ces 150 mètres de profondeur. Il y a 4 fourches. Chaque fourche appartient à un certain nombre de communautés. Si vous venez, même s'il y a 1000 chameaux ici et 100 de l'autre, vous restez avec les 1000 chameaux de vos communautés-là. Par contre, on a distribué les 4 fourches pour les communautés. Vous ne devrez pas faire un tour pour aller puiser de l'autre côté. C'est un puits de 150 mètres de diamètre. Et pour puiser une peau, c'est-à-dire ils transforment les peaux de mouton en seau. Pour puiser, il faut 4 personnes. Il y a une personne sur le chameau en train de tirer la corde. Il y a 2 autres personnes qui attrapent la corde pour que les parois, le seau ne heurte les parois afin que l'eau se verse. Et la 4e personne est là pour chasser les chameaux des autres afin qu'ils ne boivent dans l'abreuvoir. Donc, et là, tous les garçons sont au niveau de l'eau. On a trouvé des écoles où il n'y a que des filles. Où sont les garçons? Ils sont partis puiser de l'eau. Donc c'était en avril. Donc vous voyez un peu ce que ça fait. Oui. Et ça, on peut... Vous savez que la plus grande quantité d'eau douce, c'est sous le Sahara. La plus grande quantité. Pourquoi ne pas faire comme Kadhafi? Il a puisé de l'eau. Oui. On peut le faire dans ces coins où il y a du pâturage. Oui. Et il y a des gens qui nous disent, donnez-nous de l'eau, sinon on va suivre ceux qui sont partis parce qu'on sait où ils sont. C'est les éleveurs qui le disent. Oui. Vous suivez Liberté de ton, l'émission politique de Radio CFOD. Radio CFOD 100.7 FM, vous suivez l'émission Liberté de ton. Aujourd'hui, je reçois M. Vidaou Oumar Kaman, consultant indépendant. Alors, on va avancer un peu. On va quand même revenir sur le thème qui nous occupe aujourd'hui, les 35 ans de liberté et démocratie que nous venons de célébrer. Alors, on a parlé des politiques, en disant que voilà, les associations. Finalement, l'intelligence collective, la communauté nationale, est-ce que nous avons su vraiment vivre les libertés et est-ce que nous avons su protéger finalement ces libertés-là entre nous-mêmes? Je veux parler ici surtout des femmes, la violence faite aux femmes VBG. Là, nous sommes dans les 16 jours d'activisme, de lutte contre les VBG. Alors, le Tchad est confronté à des problèmes de violence fondée notamment sur le genre, notamment les viols, les mariages forcés et les mutilations génitales. Que pensez-vous des libertés garanties, on va dire, notamment aux femmes dans notre pays? Vous oubliez l'éducation. L'éducation, effectivement, bien sûr. C'est le plus gros trou des femmes. Chaque matin, quand vous êtes là, vous voyez des filles marcher en file indienne. La plupart de ces filles-là sont des filles de la zone pétrolière. Oui. Les terres ont été arrachées. Les parents ne peuvent pas subvenir aux besoins de leurs filles. Les filles sont obligées de quitter pour venir en N'Djamena. Je les ai trouvées en N'Djamena, à Abéché, je les ai trouvées à Gosbeda, je les ai trouvées à Biltine, je les ai trouvées à Mdjaras. Elles sont nombreuses. Et elles ont quel âge? Ce sont les filles qui devraient être à l'école. Elles ne sont pas à l'école. Elles viennent travailler pour avoir un peu de sous. Et là, elles ramassent des enfants. Elles confient les enfants aux parents. Et elles reviennent. Donc, les grands-pères sont tuteurs de leurs petits-fils. Et elles reviennent. Ça, c'est
voilà le plus gros problème qui handicape les femmes. Les mutilations génitales, ça se fait encore dans certaines communautés. Ça se fait dans certaines communautés, aussi bien au sud qu'au nord, mais ce n'est pas dans toutes les communautés. Ce problème-là, on peut le supprimer, mais il faut un peu pas de violence, mais il faut frapper du poing sur la table. Parce que les exciseuses, on les connaît. Pendant un certain temps, c'est derrière le commissariat au bord du fleuve Chari, ici, derrière le commissariat, parce qu'il y avait un commissariat là où se trouve l'hôtel Radisson. C'est là qu'on excise les filles, alors qu'il y avait un commissariat juste à côté, à une cinquantaine de mètres. Et on vient exciser les filles au bord du fleuve. Nous, on allait jouer au football sur le terrain là, et à côté, les femmes font un cercle et elles les excisent. Personne ne parle. Ça, c'est culturel, le pas culturel. Oui, effectivement, c'est culturel. Mais même aussi bien au sud qu'au nord, ce n'est pas toutes les ethnies qui l'appliquent. C'est un certain nombre d'ethnies. Et puis, il y a également la moquerie entre les femmes. Oh, elle n'est pas excisée, etc. Donc, il y avait une enquête qui a été faite. Et puis, j'étais parti à SAR pendant la semaine nationale, qu'on appelle le 8 mars. Le 8 mars, oui. La Sénafête, j'étais allé parce que je faisais des exposés. Chaque année, je faisais à Baïbokoum, j'ai fait Oundou, Doba, Koumra, SAR. Un jour, je faisais à SAR. Et il y avait quelqu'un, un consultant qui a fait une étude sur l'excision. Et j'ai présenté les études. Et puis je dis non, ça doit être une erreur parce qu'on dit qu'il y a des femmes qui se font exciser pendant l'accouchement. J'ai dit non, ça c'est faux. Alors toutes les femmes ont crié. Oh non, c'est vrai. J'ai dit mais comment ça se passe? Elle dit comme la femme qui n'est pas excisée, tout le monde se moque d'elle, surtout ses belles-sœurs. Le jour où elle accouche, elle dit aux gens, dis donc, faites les deux, là. Sortez-moi l'enfant et excisez-moi. Donc, comme il y a la douleur de l'enfant, elles ne sentent pas. Donc, les femmes ont crié sur moi, non, c'est vrai. Je me suis tué, j'ai dit, mais finalement, qui fait l'exposé? C'est les femmes ou c'est moi? Oui, ce sont les réalités. Il y a également les violences. Vous écoutez tout le temps que tel homme a tué sa femme. Mais il n'y a pas de mesures draconiennes plus sur ce plan-là. On laisse toujours les hommes tuer les femmes. Il y a même un commandant de brigade à Pongor qui a grossi sa bonne et il a demandé à ses frères qui vivaient chez lui de tuer la fille. La fille a été tuée. Voilà. Elle a été battue, on lui a dit d'enlever l'enfant, elle n'a pas voulu. En la tapant, elle était morte. Le procureur a fait arrêter le commandant, mais c'était pour quelques jours. Donc, il y a des choses comme ça qui se passe au niveau du Tchad. Comme quoi, donc, la question des libertés, ce n'est pas seulement entre les mains de ceux qui nous dirigent, mais c'est finalement pour nous tous. Nous sommes tous quelque part responsables de nos libertés. Ah oui, sur ce plan-là, tout le monde est responsable. On a tendance à toujours critiquer les politiques, les partis politiques, le gouvernement, mais nous avons aussi notre part de responsabilité. Mais c'est le gouvernement qui doit prendre des mesures. Bokassa avait pris des mesures. Celui qui tue sa femme, il va être tué. Celui qui vole, on lui coupe une oreille. Donc quelqu'un qui a une oreille coupée, il se prend, c'est que c'est un voleur. Mais après on dit que Bokassa était un dictateur. Oui, c'est un peu draconien, mais il a pris des mesures. C'est une femme qui tue son mari, le jour de la fête des pères, on tue les femmes qui tuent leur mari. Le jour de la fête des mères, on tue les pères qui tuent... Mais il y a des femmes aussi qui sont violentes, M. Bidjaou. On a eu des femmes, des hommes battus par leurs femmes. Naturellement. Donc la violence, c'est vice-versa de plus en plus. Vice-versa, mais beaucoup plus du côté des hommes, bien sûr. Qui sont plus violents. Oui, plus violents, oui. Très bien, merci beaucoup. 100.7 FM Radio CFO de vous suivez l'émission Liberté de ton. Alors, finalement, on va boucler ce chapitre-là, peut-être avant de vous faire réagir peut-être sur un autre sujet rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on retient des 35 ans aujourd'hui? Est-ce que vous êtes satisfait de la marche faite jusqu'ici et est-ce qu'il y a des moments, des points sur lesquels il faudra qu'on redouble d'efforts pour mieux garantir les libertés individuelles et collectives réciproquement, puisque nous sommes un pays et nous sommes là sous la 5e République? Vous savez, nous ne sommes pas pauvres, nous sommes appauvris. Nous sommes appauvris parce que le pays a une croissance non inclusive qui ne bénéficie nullement à sa population. Le désœuvrement, l'angoisse, l'évanouissement des valeurs morales, la peur de lendemain pavé d'incertitude contraignent les Tchadiens à vivre à la dérive, naufragés dans leur propre pays. Après 35 ans, avec le pétrole, avec l'or, avec le gaz, regardez un pays comme le Rwanda, qui n'a même pas un verre de pétrole, le 7e pays le mieux géré au monde. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons avec notre argent? On a même trouvé de l'argent jeté.
On a trouvé de l'argent brûlé, jeté notamment à Lamadi, brûlé, des enfants milliardaires, par contre on leur ouvre des comptes. Comment voulez-vous qu'on puisse vivre dans un tel pays? Non, c'est la catastrophe au niveau de notre pays là. Le désarroi, c'est perceptible partout. Et vous savez qu'en 2010, au début de 2010, la Banque mondiale a fait un rapport où, selon laquelle l'administration du Tchad, le fonctionnaire tchadien, travaille 2 heures par semaine. Et il a un niveau de la classe de 5e. Ça, c'est la Banque mondiale au début pendant les années 2010. Mais c'est encore perceptible car de hauts fonctionnaires, analphabètes purs et durs, aujourd'hui vieillissent à leur poste. Alors pourquoi ils sont attachés à des hermas qui jadis avaient fait leur gloire dans le maquis. Mais on n'est plus au maquis, on est à 35 ans. On ne peut pas conserver des analphabètes parce qu'ils ont fait leur gloire dans le maquis. Il faut changer. Mais qu'est-ce qu'on fait nous sommes une nation avec parfois des gens qui sont des intellectuels, d'autres qui sont des manuels, comme d'autres qui sont... Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On ne peut pas les renvoyer. On ne peut pas les renvoyer. Pourquoi? Le Tchad est le pays qui a le plus de généraux dans le monde. Sauf la Russie qui dépasse le Tchad. La Chine, il y a 2 ans, la Chine a 2 100 000 hommes de troupes, 500 000 réservistes. La Chine a 179 généraux. Début 2024, on a 1013 généraux. Aujourd'hui, il y a des décrets muets. On doit avoisiner les 2000 généraux. On dépasse les États-Unis, on dépasse la France, on dépasse tous ces pays-là en nombre de généraux. Alors qu'un général, ça équivaut à un nombre de soldats. Un général de division, je ne sais pas si ça doit à 2000, de brigades, je ne sais pas si c'est à 4000, etc. Mais le Tchad a moins de 100 000 militaires. Mais les généraux, ils sortent d'où? Ils se ramassent à l'appel. Les colonels se ramassent à la brouette. On va où avec tout ça là? Et on a la plupart, je ne peux pas donner un pourcentage, peut-être que je peux donner 80%, mais ils sont de la même région. Les militaires sont du BET, quasiment du BET. On n'a pas de statistiques fiables. Justement, on ne connaît même pas le nombre de nos soldats. Donc alors vous ne pouvez pas dire que c'est 80% du BET. Non, je vous ai dit que je ne peux pas donner un nombre fiable, mais j'ai donné un ordre de grandeur. Oui. Ils ont les militaires avec eux. Qu'est-ce que vous allez dire? On a mis tous les autres militaires à la porte. C'est qui ils? Le pouvoir MPS. Le pouvoir MPS a dégagé tout le monde. Promenez-vous et prenez une journée comme ça en vous promenant pour noter ceux qui ont... Mais le MPS a gagné les élections régulièrement, donc nous sommes en démocratie, celui qui gagne gouverne. Quand vous dites régulièrement, moi je vous ai fait des guillemets. Donc, en tout cas, il y a eu des élections, et puis il y a eu les gens ont battu campagne, il y a eu des élections, il y a eu des résultats, donc le MPS a gagné, donc celui qui gagne gouverne. Il faudrait souffrir en silence. Moi, j'ai envie de dire. J'ai déposé mes dossiers en 2006. Les dossiers pour les présidentielles. Ah oui, vous étiez candidat. J'étais candidat. D'abord en 2000. Et vous avez quel pourcentage? Attendez. En 2000, le Premier ministre m'a appelé pour entrer dans son gouvernement. J'ai décliné l'offre. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai écrit des articles. Tchad, un État en voie de sous-développement, c'est sorti, c'est marqué à suivre. Tchad, l'enfer pour les Tchadiens, à suivre. Et on m'appelle pour entrer dans le gouvernement. Parce que Tchad, 40 ans de délestage n'est pas encore sorti. J'ai décliné parce que si j'entrais, début va me dire, va arrêter ton article. Sinon tu quittes le gouvernement. Donc je ferai certainement moins d'une semaine, on va me foutre à la porte. En 2006, j'ai déposé les dossiers. Je n'avais même pas un sou. C'était un candidat. Parce qu'en 2006, les élections ont été boycottées. Il n'y avait que 4 candidats. Il y avait Nadim Adou, il y avait Kassiré, il y avait Pahimi Padake Albert, il y avait un 4e. Oui. Tout le monde a boycotté. Donc moi, je me suis présenté comme candidat indépendant. Vous avez fait quel score? Attendez, à la clôture des dossiers, Pahimi Kalzebe, on l'a envoyé chez moi pour venir me dire, bon, on joue carte sur table, tu as déposé tes dossiers. J'ai dit, je les ai retirés. Il dit, non, tu participes. Voilà ce que le Conseil national, c'est comme ça qu'on les appelle, le Conseil national du MPS dit. On te paye la caution, c'était 5 millions avant. On te paye la logistique, on te paye la campagne. Après, on doit te donner un bon score. Tu bats les 4 en tant que candidat indépendant. Tu donnes toutes les factures, on te les rembourse. On te donne un poste ministériel. On te donne des postes là, tu places les gens. Mais à une seule condition, ne dis pas que tu as gagné. J'ai décliné l'offre.
Là, mais je ne peux pas vérifier, je ne peux pas vérifier toutes ces informations que vous donnez, mais bon, je suppose que je ne peux pas vérifier tout ça en tant que journaliste. On vous croit sur parole, effectivement. Croyez-moi sur parole, parce que je ne veux pas venir ici pour mentir, parce qu'il y a des gens qui le savent d'abord, même quand tu... Oui, c'est ça. Et j'ai des clients, jusqu'à présent, j'ai des problèmes avec mes frères, qui cherchaient à entrer dans la fonction publique, des cousins, etc., qui voulaient... une rampe de lancement pour bondir. Jusqu'à présent, on me condamne pour avoir refusé. On dit que tu as cloné. En fait, Pourquoi avez-vous refusé? C'était une occasion de servir le pays. C'était une manière, mais tu ne vas plus parler. Parce qu'il y a des gens qui ont fait ça, ils ont la bouche fermée. Je prends l'exemple de mon ami Diondan, qui était président de la LTDH, qui est entré. Mais après ça, il a quand même un long temps de silence. Là. Donc, vous avez préféré garder votre indépendance? Je préfère garder mon indépendance, même si cela me coûte, parce que après j'ai eu 127 mois de retenue de salaire. Jusqu'à présent, je suis en train de courir. Bon, c'est le parcours, c'est votre parcours avec ces hauts et ces bas, on va dire. Oui, bon, Dieu fait les choses, mais on ne sait jamais ce qui va se passer. Oui. Voilà, on n'a pas le temps pour aborder d'autres sujets. Je voulais vous entendre sur le Tchad Connexion 2030, mais on n'a pas le temps. Est-ce que, voilà, quelle est votre position? C'est un très bon projet, Tchad Connexion 2030. On a fait une table ronde à Abu Dhabi il y a quelques semaines. Là. Comment vous appréciez ce plan? D'abord, le fait d'aller chercher de l'argent, là, on avait cherché en 2015, je crois. 17, je crois. 2015 ou 2017 Non, pas 17, avant 17. On avait cherché de l'argent. Oui. C'était 5 000 milliards qu'on cherchait. Au moment où on cherchait 5 000 milliards, le Panama Paper est sorti en 2016. Le Tchad a 10,16 milliards de dollars cachés au Panama. Même si le dollar fait 500 francs, ça nous fait 5 380 milliards. Supérieur à ce qu'on demande. Et c'est même supérieur aux 10 années d'exploitation du pétrole, parce que 5 309 milliards, c'est les 10 années d'indépendance du pétrole. Et ce qui est caché là-bas. Ça, c'est seulement au Panama. Sans compter ce qui est caché dans les pays arabes. Et on va demander de l'argent. Pourquoi ne pas demander cet argent qui est caché? Et qui l'a caché? Certainement, celui qui l'a caché n'a pas voulu. Et Pandora Paper, le Tchad a encore été cité. Tout l'argent du pétrole est à l'extérieur, on va demander de l'argent. Donc, pour moi, même tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de la SNE. La Banque mondiale a débloqué 360 millions de dollars. Rien n'a été fait. Oui. On est toujours dans l'obscurité. Et même si aujourd'hui, on donne de l'argent, je ne sais pas comment on va gérer. Si on gère bien, mais tant mieux. C'est ça. Si ça sert à la population, mais je n'en disconviens pas. À l'éducation, à l'agriculture, à l'élevage, aux infrastructures. Il nous faut un chemin de fer. On ne peut pas, avec 1 284 000 km², pas un seul centimètre de chemin de fer, non. J'ai travaillé pendant 2 ans aux infrastructures. Le projet de facilitation des transports et de transit en zone CEMAC avait prévu faire des chemins de fer de Ngaoundéré jusqu'à Mundoussar. Ça a été dévié. Bon, il y a un qui doit venir à N'Djamena, un autre qui doit venir. Ça a été dévié pour envoyer à Ati. Ati, je suis d'accord qu'il y ait un chemin de fer à Béchésa. Mais ça va à Faya, ça contourne à Mdjaraz pour revenir et aller au port Soudan. On dit ça va transporter des minéraux. Quels minéraux? Oui. Non, la route du développement passe par le développement de la route. C'est ça le... Oui. Alors, si cet argent peut servir à bon escient, mais tant mieux. Si ça ne doit pas servir... Non, moi j'ai quitté hier, je suis arrivé hier matin à 7h de Sar. Il faut contourner par Mondou. Il y a une ligne directe d'Elendeng directement à Sar. On n'entretient pas cette route. Comment voulez-vous? Merci beaucoup, M. Bidaou Omar Kaman, consultant indépendant. Merci en tout cas d'avoir commenté avec nous l'actualité, donc 35 ans liberté et démocratie. Je retiens que voilà, on a fait un parcours encore à mieux, on va mieux faire encore pour garantir finalement les libertés à tout le monde, pour construire ce Tchad, ce beau pays que nous aimons. Voilà, sous la 5e République. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de nous quitter? En fait, c'est le rêve de tout un chacun, hein, de vivre en paix, de vivre dans la dignité, de vivre dans la prospérité. Mais si vous n'avez pas de prospérité, si les uns ont tout à dire, les autres rien à dire, si les uns ont le droit
ont le devoir de produire, les autres le droit de détruire. Si les uns ont le devoir de construire et les autres le droit de détruire ou de détourner, si les uns ont le droit de rire et les autres le devoir de pleurer, ou les uns ont le droit de tuer et les autres le devoir de mourir, non, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. On veut vivre dans la paix. Si cet argent peut nous apporter la paix, la prospérité, mais tant mieux. Oui. Mais si ça n'apporte pas, le Tchad est sur les sellettes parce que vous savez que tous les pays, et là j'ai écrit en 2018 au président Déby, ça a été publié par Abagardjian, vous voyez, par lettre recommandée, ça a été publié par Abagardjian. Il a dit, tous les pays africains qui ont au moins 1 million de kilomètres carrés, ils risquent d'être cassés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des puissances montantes qui veulent des zones d'influence. Les États-Unis, la Chine, la Russie, même l'Inde est en train de chercher. Et donc la France est de plus en plus petite pour supporter toutes ces colonies. Ceux-là, ils vont certainement détruire certains pays pour avoir des zones d'influence. Donc faisons attention. Si on prête le flanc, on sera coupé. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup en tout cas pour ces paroles de sagesse. Radio Sefour 100.7 FM devant le micro. Pierre Bouban, la technique a été assurée par Soabé Bourdané. Je recevais dans le cadre de l'émission Liberté de ton, M. Mudaou Ouman Kaman, consultant indépendant. Nous avons commenté les 35 ans, n'est-ce pas, de l'arrivée du MPS à la tête du pays. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci Pierre Bouban. Merci. Liberté de ton, l'émission politique de Radio Sefour, tous les dimanches à 20h. Liberté de ton, c'est de l'analyse, du décryptage de l'actualité nationale,